chose? Oh, je pense qu'on peut la travailler. C'est sympa. C'était vraiment sympa d'avoir un bol d'air, de pluie, de voir beaucoup de vert. C'est De changement aussi, peut-être changer le cadre. oui, changer d'air, oui. Et surtout voir la campagne normande. C'est très reposant. Ouais. Et c'est vivifiant en même temps. Oui, oui, on prend de l'énergie, les arbres nous envoient de l'énergie, on absorbe de l'énergie quand on va dans la nature, au niveau du vital. Il y a des magasins, ça me le fait plus trop parce que j'y vais plus. Mais à une époque où j'allais faire des courses, des fois, c'est un grand centre commercial à côté d'où on vit, là. J'allais là-bas 1 heure et je comprenais pas pourquoi. Je rentrais en forme et je sortais de là, j'étais vidé. J'avais l'impression qu'on m'avait aspiré l'énergie. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est cette avidité qu'il y a, qui prend l'énergie. Ça me fait ça aussi au lycée un peu. On dirait qu'il y a quelque chose qui absorbe l'énergie, qui nous prend l'énergie, quoi. Le vital. Oui, les gens sont plus des aspirateurs que des rayonnements. Ouais. Et si on se trouve dans un groupe où il y a beaucoup d'ego, beaucoup de moi-je ici et là, ça fait un peu la même chose. Ça prend l'énergie au lieu d'en rayonner. Mhm. On a les deux forces en nous. Il y a des choses qui vous interpellent dans ce que vous avez entendu ou des choses que vous aimeriez. Justement, moi, je me disais, enfin, je connais la différence, enfin, je crois, enfin, je sais pas, mais entre l'excitation dont on parlait dans la dernière vidéo et l'énergie. Est-ce que l'excitation est incluse dans l'énergie? Est-ce que l'énergie, c'est autre chose? Est-ce que c'est un tout? L'excitation, c'est une forme d'énergie. C'est un courant électrique qui est à base d'énergie, mais qui est localisé dans des contacts soit sensoriels, soit émotionnels, soit intellectuels. C'est un champ électromagnétique, mais qui rayonne au niveau du contact, au niveau du champ contacté. Si j'éprouve une émotion, par exemple, ça va être un champ énergétique, émotionnel, et qui va rayonner une onde particulière qui est propre à l'émotion. Si je suis en colère, par exemple, ça prend de l'énergie, la colère. C'est de l'énergie, c'est une tension, et ça prend de l'énergie. Mais ça rayonne aussi. Si tu te trouves dans une ambiance un petit peu agressive en général, dans un groupe où il y a de la violence, tu peux être pris toi-même, contaminé par le rayonnement de la violence, et puis te mettre toi-même à être violent. Si les gens ne sont pas vraiment conscients, ils ne vont pas sentir ce genre de contamination, et ils vont être pris dans la violence, et c'est souvent les jeunes qui se laissent embarquer dans des... Oui. Maintenant, si vous êtes dans le rayonnement spirituel, eh bien, c'est la même chose. Vous recevez l'énergie et le rayonnement spirituel, ce que vous vivez, ce que vous ressentez sensiblement comme quelque chose de, j'emploie le mot, de divin. Donc, l'excitation, c'est de l'énergie qui peut être aussi émotionnelle. Toutes ces énergies passent à travers le corps, hein, néanmoins. L'intellect aussi imprègne le corps de ce à quoi tu penses. Si tu penses à quelque chose, le corps va vibrer.
Le corps, lui, il vibre de toute façon. Donc il y a une énergie de pensée aussi. Il y a une énergie de la pensée, oui, 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 bien sûr. Si on dit énergie, on pense à rayonnement. Mais si tu mets quelque chose en marche à l'intérieur de toi, c'est ce que tu mets en marche qui va rayonner. Donc si tu mets en marche quelque chose de mauvais, tu vas rayonner, je dis mauvais entre guillemets, hein, pour dire quelque chose. Mais si tu mets en marche des idées noires, par exemple, eh bien, ton rayonnement va être de l'ordre de tes idées. Si maintenant tu es en connexion avec ton être, si maintenant tu es en connexion avec des êtres qui sont dans le rayonnement, en aspiration vers la lumière, eh bien là, tu reçois aussi. Qui dit rayonnement dit réceptivité. Il y a les deux. On est à la fois rayonnant et réceptif. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années de ça m'avait vraiment frappé parce que il y avait un vrai contraste. On était chez Astrid, il y avait une petite fête organisée par Astrid à cette époque-là. Et bon, on était quoi, une dizaine de personnes et c'était très détendu, très, très sympa, quoi. Il y avait une ambiance très, voilà, sympa. Et puis il y a une copine qui est arrivée et qui était en larmes que son copain l'avait laissé, quoi. Et donc il y a eu les filles de la soirée, là, de la fête, qui sont allées autour de cette fille pour la consoler. Et puis moi, j'étais très, très attentif à ce qui se passait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le rayonnement, on va dire, comment dire, triste, la tristesse qui rayonnait de cette fille qui venait d'arriver parce qu'elle avait été laissée par son copain, avait contaminé pratiquement tout le monde dans la petite fête. On n'était pas très nombreux, une dizaine. Et puis l'ambiance est tombée comme ça, et devenue comme plombée, lourde. Et même en termes de polarité, on est passé de quelque chose qui était plutôt positif et léger, on va dire, léger, même en termes de poids, tu vois, c'est comme du poids aussi. En termes de polarité, on est passé de quelque chose qui était positif et léger à quelque chose qui était lourd et plombé. Et puis, je regardais les gens qui étaient là depuis le début et ils étaient, voilà, ça y est, ils étaient dans leurs pensées. J'avais remarqué que la plupart d'entre eux étaient dans leurs pensées et ils faisaient un peu la tête, quoi, tu vois, ils étaient, voilà, ils ont été contaminés, on a presque tous été contaminés par le rayonnement, on va dire, du sentiment qui était vécu par cette fille quand elle est arrivée. Et au bout de, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, presque tout le monde a été pris par ce rayonnement, on va dire, de tristesse. C'est pour illustrer ce que disait Jean-Pierre. Il peut y avoir des rayonnements positifs, des rayonnements négatifs. Mais de toute façon, la science, pour des physiciens, des profs de physique, tout est énergie en fait. Une table, la table qui est là, le stylo, la tasse de café, le café lui-même, tout est énergie, c'est-à-dire pour un scientifique, tout est fait à base d'atomes qui sont organisés d'une certaine manière, des atomes de base qui s'organisent différemment en fonction des objets ou on va dire de la nature des objets, mais tout est énergie en fait, tout, l'extérieur comme l'intérieur, tout est de l'énergie. Donc c'est un peu pour répondre à la question de Pascal. L'énergie, c'est l'ensemble de tout ce qui a une forme, et même ce qui n'a pas de forme, c'est de l'énergie aussi. On parle du rayonnement du cosmos. Le cosmos est un vide pour nous, mais ce n'est pas un vide en fait, parce que c'est une énergie. Le cosmos, l'espace, rayonne quelque chose. C'est donc une énergie aussi. En fait, pour la science, tout est énergie, mais organisé différemment en fonction de la complexité et puis de la nature des objets visibles ou pas visibles. Oui, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie prend des formes différentes. Vous voyez, donc notre corps, c'est de l'énergie, mais notre corps a pris une forme. Les objets ont des formes autour de nous. Nous sommes des êtres individualisés qui avons une forme, mais qui avons une force, qui avons un rayonnement, qui avons une conscience. Et dans ce champ de conscience, des choses se manifestent.
Vous voyez, on touche une table et on éprouve et on vit une sensation. On pense à des choses plutôt émotionnelles, plutôt sensibles, et on éprouve des émotions. Il y a quelque chose qui, en nous, prend des formes. Une excitation, ça prend une forme. Et une forme se construit. On voit bien qu'en nous, suivant ce que nous contactons, suivant ceux qui nous contactent et ce que nous contactons en nous, nous éprouvons des états d'être. Et ces états d'être, évidemment, c'est de l'énergie. Et la base, c'est de l'énergie. Donc une excitation, c'est de l'énergie. Un champ émotionnel, une émotion, c'est de l'énergie. C'est à base d'énergie. Le mental, les pensées, c'est de l'énergie. Tout est à base d'énergie. Si on fait un petit peu attention, quand on est vraiment dans un grand calme, on peut parfaitement sentir l'énergie être captée par le sacrum. Le sacrum, c'est un espèce de capteur, et puis l'énergie passe par le sacrum. L'énergie monte, et là, suivant ce que vous allez faire, l'énergie va aller se localiser là où vous êtes en tension. Si je suis en train de battre des œufs en neige, par exemple, eh bien, je me sers de la même énergie universelle, mais je fais quelque chose avec le corps. Si maintenant je suis en train de prendre mes enfants dans les bras et qu'il y a de l'émotion et des choses comme ça, c'est toujours la même énergie universelle, mais qui se traduit sous forme émotionnelle. Pareil pour l'intellect et pour le domaine spirituel. Nous employons une énergie en ce moment pour regarder. C'est quelque chose qui se fait très naturellement. Il n'y a pas une tension puissante particulière. Il y a une localisation au niveau, je dirais, du cerveau, au niveau de l'esprit, quelque chose qui se focalise pour tenter de percevoir ce dont nous parlons. C'est toujours de l'énergie. Toutes les formes sont sous-tendues par de l'énergie. Mais l'être humain a un pouvoir créateur. Ce que nous mettons en œuvre en nous crée des formes. Un sentiment, c'est une forme. Si on pouvait avoir la réceptivité assez subtile sur la même fréquence que le champ émotionnel, ce qu'on appelle le plan astral, eh bien, on verrait des formes. Vous voyez quelqu'un, vous éprouvez un sentiment et une forme se crée en vous. Une forme lumineuse, c'est un champ d'énergie. Il y a des mots de la Bible, je crois, c'est Dieu qui parle et qui dit « J'ai créé l'homme à mon image et en lui j'ai remis tous mes pouvoirs ». C'est quelque chose qui pourrait interpeller beaucoup de gens. Où là, nous avons les pouvoirs de Dieu. Mais nous, les pouvoirs de Dieu, on ne s'en occupe pas trop. On a plutôt un sac sur la tête, et puis on s'occupe plutôt des choses matérielles, des choses sociales, comment je vais payer mon loyer, et ci et là, comment gagner un peu plus d'argent et me payer un voyage. Vous voyez, les pouvoirs de Dieu, on ne s'en occupe pas trop. Mais si on s'ouvre à la vie, on découvre qu'on a réellement des pouvoirs créateurs. Et un sentiment, c'est une création. Pensez à quelque chose et vous avez une forme pensée. Et ce pouvoir créateur, eh bien, il va participer à ce dont on parlait la dernière fois, à concevoir un être spirituel. Et on en a parlé, et vous en avez parlé avec Irina la dernière fois. Vous avez dit, quelque chose commence à se stabiliser en nous, et ça devient un petit peu plus facile de regarder, d'observer et de percevoir des choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est la preuve que quelque chose se conçoit. Ça ne vient pas en l'air, ça. C'est parce que vous avez porté des regards, qu'une énergie a été mise en œuvre et qu'elle conçoit un être spirituel. Et la symbolique de Jésus qui naît dans les tables, c'est la symbolique de la naissance de l'être spirituel.
Oui, il y a un silence qui se fait plus naturellement. Voilà. On peut voir quand on pense, on peut s'arrêter aussi et revenir dans le silence plus facilement. Et quand on revient dans le silence, il y a une possibilité de percevoir les mots, percevoir les images, une tension dans le corps, un champ émotionnel suivant ce à quoi tu as pensé. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Tu vois, au début, on disait tout est vécu à l'intérieur. Oh, ça c'est quelque Ouais, chose. ça t'entends ça au début, tu te dis, ok, bon, il y a des choses que tu peux concevoir, il y a des choses que tu peux pas, tu peux accepter. Mais si tu le vis pas, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais. Faut vraiment vivre les choses pour qu'elles soient vraies, en fait. Après, Oui, on peut dire oui, c'est vrai ce qu'il dit, ou il n'y a pas de frein, ou il n'y a pas de résistance, mais la découverte qui se fait petit à petit de ces choses qu'on peut vivre soi-même, c'est vraiment, c'est vivant, quoi. Ça prend tout son... c'est quelque chose qui est profond. Si on te dit de l'extérieur que tout est vécu à l'intérieur, au début, on a tellement spontanément la notion de l'extérieur et que tout est là, là dehors, là. Tu vois, on a envie de dire, mais c'est pas à l'intérieur, c'est là. Ah oui, mais ce que vous voyez là, c'est vu où? Où est-ce que vous m'entendez? Vous voyez, on reprend les mêmes questions du tout début. C'est quelque chose qui interpelle beaucoup, qui peut remuer beaucoup. Moi, ça m'avait vraiment secoué, ce que m'avait dit Albert, tout est vécu en vous. Je n'avais jamais perçu une telle chose. Et petit à petit, je touchais les objets autour de moi, je mettais la nourriture dans ma bouche, j'ouvrais les yeux, je me disais, mais quand même, c'est surtout la vue qui nous induit en erreur. Parce que la vue crée une image dans le champ de la conscience. Et cette image, dans le champ de la conscience, elle n'est pas dehors, hein, elle est dans le champ de la conscience. Dans cette image sont intégrées spontanément des notions de distance, voyez, et toutes les notions de hauteur, de largeur et de distance. Cette notion de distance, elle est presque, je dirais, confirmée par le toucher. On dit, ah, la table est là-bas. Je suis obligé de tendre ma main, mon bras, et je touche la table. Ah, il y a bien une distance, puisque j'ai été obligé de tendre mon bras, voyez. Mais ce qui est rigolo, c'est que la notion de distance est une association de l'image et du toucher. On voit bien le bébé n'a pas la notion de distance au début. On lui met quelque chose devant le nez, il fait un peu comme ça, voilà, mais petit à petit, il va apprendre à mesurer la distance des choses. On voit bien qu'après, il peut attraper un objet, mais au début, pas du tout. Donc c'est une association. L'image, elle, est toujours, tout est vécu dans le champ de la conscience. Mais toutes les notions se conçoivent aussi dans le champ de la conscience. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ce qui fait dire à Krishnamurti, le monde est en vous. Vous êtes dans le monde, nous évoluons dans le monde, mais le monde est en vous. Ça ne peut pas être autrement. Si on avait d'un seul coup plus aucune résultante de l'expérience physique, on serait perdu. On n'aurait plus du tout cette facilité qu'on a d'évoluer dans le monde physique, hein. Donc nous avons assimilé une conscience avec toutes les notions. Toutes les notions, ça englobe aussi les notions sociales, les notions d'idées que j'ai sur moi, les notions d'idées que j'ai sur les autres, toutes les échelles de valeurs. Vous vous rendez compte tout ce qu'on a assimilé? Donc, en fait, le monde extérieur, c'est une mémoire spontanée, synthétique,
de toutes les expériences sensorielles qu'on a faites depuis qu'on est bébé. La conscience du monde extérieur, oui. C'est ça. On le voit d'ailleurs, on commence à intégrer cette notion de tout est vécu en nous quand on réalise, en simplement regardant devant nous, là maintenant, que si je regarde l'ordinateur, certes, il y a une image, mais je sais aussi le bruit, le son, sans le toucher, que l'ordinateur fait si je tapote dessus. Je sais aussi la température de l'ordinateur sans le toucher. Je sais que ça va être froid. Je sais aussi la texture. Je sais que ça va être lisse, que c'est lisse, mais sans le toucher. Mais ça veut donc dire que, en regardant le monde, ce qui est vu, ce qui est vécu, c'est cette projection spontanée, synthétique, dans le champ de la conscience, de tout mon expérience, l'expérience faite depuis que je suis bébé. Ça n'est pas que visuel. Je vois bien que n'importe qui peut voir, en portant son regard sur n'importe quel objet, ça n'est pas qu'une image, qu'il y a tout, c'est la synthèse vécue, spontanée, de toute l'expérience que nous avons vécue depuis que nous sommes bébés à travers les contacts sensoriels avec le monde extérieur. Sinon, je ne pourrais pas dire que l'ordinateur est froid sans même le toucher. Comment est-ce que je peux le dire? Je peux le dire parce que cette expérience est intégrée, spontanément vécue dans le champ de la conscience. Parce que tu as la mémoire de l'expérience. Voilà, c'est donc une mémoire qui est là, une mémoire spontanée. Une mémoire spontanée de tous les contacts sensoriels vécus consciemment et qui se manifeste spontanément. Tu peux le constater toi-même, ce que je suis en train de dire. Tu as des objets autour de toi, tu regardes les objets, ta table, je ne sais pas, une feuille de papier, eh bien sans même y penser, tu sais très bien que la feuille de papier, elle va être lisse, elle est froide, enfin tu vois. Par contre, si tu vas dans la cuisine devant ton fourneau, eh bien tu sais qu'il ne faut pas mettre la main sur la plaque si elle est allumée. Mais tout ça, c'est spontanément que ça se fait. Tu ne te le dis pas. Tu ne dis pas, ouh là là, il ne faut pas que je mette la main sur la plaque. Tu vois? Donc, ça montre bien que le monde extérieur, pour nous, est une synthèse, on va dire, spontanée de tous les contacts sensoriels vécus consciemment dans le champ de la conscience. Oui, c'est la mémoire du vécu. Oui, mais spontanée. Et ça montre bien que tout est vécu en nous, que le monde extérieur, c'est une projection en nous de toutes les expériences, de la synthèse de ces expériences sensorielles vécues depuis qu'on est bébé. Sinon, on voit bien qu'il y a l'expérience de tous les autres sens qui sont contenus dans cette projection. Ce n'est pas que la vue, si je regarde là, ce n'est pas que la vue, il y a toute une synthèse, un savoir sensoriel vécu qui se manifeste spontanément. Tu as le toucher, tu as même le goût. Tu sais le goût que va avoir, si je mets un stylo à la bouche, avant même de le mettre, je sais quel goût ça va avoir. Je sais qu'il y aura une température, ça sera froid. Si c'est un crayon à papier, je sais que ça aura le goût du bois, parce qu'il est en bois. Tu vois, il y a beaucoup plus que simplement une image. Beaucoup, beaucoup plus. Il y a tous les sens qui interviennent et qui s'interviennent de façon spontanée, synthétique, parce que nous avons fait tout un tas d'expériences, notamment quand on était bébé. On a porté un stylo, puis un crayon, puis la terre, puis du bois, un rocher. On connaît le goût d'un galet à la plage. On sait le goût qu'il va avoir, parce qu'on l'a fait, on l'a vécu. Donc c'est ce que dit Jean-Pierre, tout ça, c'est en nous que c'est vécu. Mais c'est en nous que c'est aussi projeté, de façon synthétique, sans qu'on pense. Il n'y a pas de son. Ça se présente spontanément. Et toute cette expérience se présente spontanément. Pas que la vue, toutes les autres, de façon synthétique. Oui, c'est là où des problèmes se construisent en nous. On a une conscience physique spontanée qui nous sert physiquement, mais on a aussi, à un moment donné, pensé des choses. On nous a dit des choses.
on nous a fait croire des choses, ou on nous fait croire des choses, ou on pense que les choses sont comme ceci et comme cela et comme... Et le problème, c'est que là aussi, ça devient spontané. On pense spontanément que c'est moi qui parle, c'est moi qui pense, que je suis ceci, que je suis cela. Vous voyez, on a assimilé toutes ces idées, toutes ces croyances. Et le matin, quand on pose le pied par terre, tout ça, ça nous tombe sur le coin de la figure. Vous voyez, toutes ces croyances, toutes ces... On se réveille et puis, boum, tout est là. Toutes ces choses auxquelles on a pensé, toutes ces choses auxquelles on croit, sont là, elles aussi. De la même façon que notre expérience sensorielle, physique, qui est spontanée. Parce que c'est mémorisé, Parce que c'est parce que je mémorisé. les ai gardés. Voilà. Parce que c'est mémorisé et parce qu'on n'a pas été vérifié si ce qu'on nous a dit était juste ou si ce que nous pensions était juste. Vous voyez, on n'a pas remis tout ça en question et nous y croyons. Le simple fait de croire que les choses sont à l'extérieur et de ne pas être conscient que nous vivons tout à l'intérieur, dans le champ de notre conscience, vous voyez, déjà ça, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose qui est très important, cette simple perception que les choses sont vécues en nous. C'est important parce que on va découvrir que le monde à l'extérieur et le monde à l'intérieur, c'est une unité, vous voyez? Est-ce que le monde à l'extérieur est le résultat de mon monde à l'intérieur? Oui, oui, si on regarde la société, l'humanité telle qu'elle est là maintenant, on voit bien que l'organisation sociale, l'organisation humaine, est une résultante de ses idées, de ce qu'elle croit. Oui. D'ailleurs, il y a des sociétés très différentes. Les hommes s'organisent dans un pays, dans un autre. Ils ont des valeurs différentes, des idées différentes. Ça peut amener aussi une plus grande responsabilité intérieure. Ah, mais oui. Si maintenant tu prends conscience que tout est vécu à l'intérieur, que lorsque tu penses à quelque chose, elle vit en toi, cette pensée. Quand tu éprouves un sentiment, le sentiment vit en toi. Non seulement il vit en toi, mais il rayonne aussi dans le monde. Tes pensées rayonnent dans le monde, tes sentiments rayonnent dans le monde. Et bien sûr, tes actes physiques ont une répercussion dans le monde physique. On se dit, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on croit et à ce qu'on fait. On devient beaucoup plus responsable. Je pense que Jean-Marc, tout comme moi, on est très très attentif à notre mental. On ne laisse pas le champ libre à notre mental. Parce que un mental, des pensées, une simple rêverie, ça met en œuvre un champ mental, mais aussi un champ émotionnel. Et on va se rendre compte que dans ces projections mentales, dans ces désirs, le corps entre en jeu. Le corps, lui, s'excite, il est mis sous tension. Lorsque je pense, lorsque je désire quelque chose, il y a une tension. Une tension qui peut même devenir pesante. Tu vois, lorsque tu es sous tension d'un désir, je désire quelque chose, au bout d'un moment, ça peut être pesant. Si encore tu as la chose assez rapidement, ça va. Si tu as l'argent pour t'acheter ce que tu veux, oui, les gens riches, ils ont ce qu'ils veulent. On se dit, ah, mais l'argent est magique, alors finalement. Tout ce qu'on veut, on l'a avec l'argent. Oui, il y a quelque chose qui est un peu magique avec l'argent. Mais On peut voir aussi du rêve dans l'image. Ça m'a fait ça quand j'ai vu une veste, une veste à tricoter dans un catalogue. Je me suis dit, oh, elle est sympa cette veste. Vraiment. Donc, je commande la laine, je la reçois. Je me dis, maintenant, il va falloir la faire, cette veste. C'était déjà un peu moins drôle. Donc,
Donc après, je le fais. Après, il faut coudre tous les éléments ensemble. Bon, il s'agit juste pas de tricoter. Après, il faut coudre aussi. Bon, c'était encore moins drôle. J'aime bien cette veste, mais ça fait pas comme sur la photo. Donc là, ouais, c'était un peu une expérience assez intéressante de voir que, en fait, l'objet qu'on veut, il y a une part de rêve, mais c'est que du rêve, en fait. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on va se rendre compte que nos rêves, nos projections ne sont jamais la réalité, ce qu'on va vivre. On est confronté à des choses physiques après. Et là, c'est plus le rêve mental, c'est plus le rêve projeté. Il y a quelque chose qui est satisfait, mais en fait, c'est pas l'objet. C'est quelque chose en soi qui est satisfait quand on a l'objet. Mais c'est pas l'objet en lui-même. Parce que cet objet, bon, ben, c'est comme un jouet d'un enfant. Bon, ouais, une fois qu'il a joué un peu, on en veut un autre, ou il y a autre chose de nouveau. Donc on voit bien que c'est pas l'objet. Il y a quelque chose en nous qui est insatisfait. On voit déjà qu'il y a un décalage entre le rêve et la réalité, le vécu après. On peut rêver d'avoir une famille, d'avoir une femme et des enfants, et puis ça devient un rêve, ça peut devenir quelque chose d'énorme, ça peut devenir un fantasme, ça peut devenir quelque chose d'obsessionnel. Et le jour vient où tu as péniblement réuni tous les éléments du puzzle, tu vois, qui constituent ton rêve, qui a constitué ta projection. Et puis là, tu te retrouves confronté Ouais. à une À la vie, réalité qui n'est la pas vie telle qu'elle est, ouais. telle qu'elle est. Bien, tu as voulu une femme, des enfants. Il y en a qui font beaucoup pour arriver à tout ça, parce qu'ils pensent vraiment que c'est ça qui va les épanouir, c'est ça qui va les rendre heureux. Ils le font et ils mettent beaucoup d'énergie, ils y investissent même toute leur vie parfois. Hein. Et puis le jour vient où ils ont tout entre les mains, c'est là où tout commence en fait. Il y a souvent des films où on voit un homme et une femme ou des complications des événements. Et puis à la fin du film, ils arrivent enfin à se retrouver et ils s'embrassent et puis voilà, il y a le mot fin. Mais en fait, c'est pas la fin. C'est là où tout commence. Quand vous voyez le mot fin, dites-vous, non, c'est maintenant que ça va commencer vraiment. Voyez, il y a une blague qui, il y a une blague qui dit, il y a un type qui racontait, qui disait, ma femme et moi n'avaient que heureux jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et il y a une autre blague qui dit, le mariage, c'est avoir à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Et c'est vrai finalement. Ben oui. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à deux quand même, mais tout dépend comment on vit la solitude ou le fait d'être à deux, et puis avec qui on vit aussi. Mais bien, quand même. On voit que c'est très facile de rêver. C'est facile de s'enflammer même, je dirais, pour quelque chose. Mais quand on est face à l'expérience physique. Puis même le rêve, c'est-à-dire la pensée, en fait, à un moment donné, elle est vue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la mémoire et une illusion. Si le rêve, il est vu aussi comme un piège, comme une cage supplémentaire, quoi. Parce que c'est du mental, c'est de la mémoire, mais c'est quelque chose dans lequel la conscience va être enfermée, quoi. Elle va être retenue prisonnière. Et puis il y a aussi l'expérience de tous ces rêves avant qui ont été vécus, dont certains se sont réalisés. Et puis ensuite, il y a la réalité du vécu de la situation. Tu vois, que ce soit même pour une voiture. On peut rêver d'avoir une voiture, et puis quand on a la voiture, hein,
En tout cas, c'est comme ça que ça se passait pour moi. C'est que très vite, il y avait plus d'excitation dans le rêve, plus de plaisir à rêver que le plaisir d'avoir la voiture, quoi, tu vois. Et donc, il y a toute cette expérience personnelle qui finalement, et je parle même pas évidemment de la présence, de l'être. Quand l'être est découvert et vécu, évidemment, là vraiment le mental, que ce soit des projections d'un futur quelconque ou la projection d'avoir telle ou telle chose, c'est vraiment vécu comme une prison, quoi. Comme une prison qui nous empêche de vivre la liberté, de vivre la présence, de vivre l'être. Parce que vivre l'être, c'est être libre de ce mental qui projette des rêves, qui projette des désirs, qui projette une vie meilleure. Mais même avant de vivre, de découvrir l'être et la présence, il y avait en moi déjà une expérience qui me montrait l'illusion des rêves et l'illusion de ce mental, de cette mémoire qui projette des choses. Parce que, je le répète, j'ai rêvé aussi, mais j'avais constaté de nombreuses fois que finalement, la réalité vécue de ce que j'avais projeté n'avait rien à voir avec le plaisir que j'avais dans le rêve. Donc j'avais moins de plaisir dans la réalité vécue que dans le rêve. Ça a enlevé beaucoup d'illusions à ce fameux rêve dont on parle. Et tout le monde dit il faut rêver, fais-moi rêver. On entend beaucoup ça autour de nous. C'est vrai, on entend beaucoup, pas qu'à la télé, mais même autour de moi, je l'entends. Ah, ça me fait rêver, vivement le week-end prochain, vivement les vacances prochaines. Oui, mais finalement, le réel, le vécu lui-même est vraiment différent, souvent très différent. En tout cas, chez moi, il y avait plus de plaisir dans le rêve que dans la réalité vécue. Mais depuis que la présence a été vécue consciemment et que l'être est vécu, ben là, on se rend compte que l'être, c'est la liberté. Mais c'est aussi cette paix, cette sérénité, cette plénitude et cet espace, quoi. Et évidemment, il n'y a aucune commune mesure entre vivre l'être, dans l'être, vivre l'être, et vivre le mental qui, même dans un rêve, c'est une cage. On est enfermé dans une structure de mémoire. Donc ça dépend aussi beaucoup de l'expérience de chacun, en fait. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre le décalage qu'il y a entre la projection mentale, le rêve, et le plan physique, la réalité physique.